Il y a des phrases qu'on n'oublie pas. Pas parce qu'elles sont cruelles, mais parce qu'elles arrivent au moment exact où on n'a plus la force de faire semblant de ne pas les entendre. Clara a 39 ans quand tout bascule. Dans une file d'embarquement, avec une valise et 11 ans de silence dans les mains. Ce qui suit, c'est ce qu'elle a choisi de faire ensuite. Les personnages et les situations de cette histoire sont entièrement fictifs. Toute ressemblance avec des personnes réelles serait purement fortuite. Bonne écoute. La file avançait par petits à-coups, et Clara avançait avec elle, son billet tenu des deux mains, les yeux fixés sur la nuque de Marc qui marchait quelques mètres devant elle, avec cette façon qu'il avait de prendre de la place sans y penser. Épaules larges, col impeccable, le pas de quelqu'un qui n'a jamais eu à se justifier d'être là où il est. Léa marchait à côté de lui. Leurs valises roulaient au même rythme. Clara le savait depuis 3 semaines. Pas à cause d'un message trouvé par hasard ou d'une scène qui aurait tout mis à nu, plutôt une accumulation de rien qui avait fini par peser le poids d'une certitude, un parfum sur une veste, un sourire retenu au téléphone, cette façon de regarder ailleurs quand elle entrait dans une pièce. Elle n'avait rien dit. Elle avait attendu ce voyage comme on attend quelque chose qu'on espère encore avoir mal compris. Quand Marc se retourna vers elle, ce fut pour jeter un œil à son billet, et il dit « Rangée 22, c'est économique », et elle dit « Je sais », et il dit « Bien ». Puis il marqua une pause si brève qu'elle aurait pu ne pas exister, et il ajouta « Resti, tu ne sais pas te tenir en classe à faire ». Il dit ça avec la même voix qu'il aurait eue pour parler de la météo, puis il se retourna et reprit sa conversation avec Léa, comme si Clara était déjà loin derrière lui, ce qui était vrai. Elle trouva sa rangée et s'installa au siège du milieu, ni hublot ni couloir, coincée entre 2 inconnus qui dormirent déjà, et elle rangea son sac sous le siège devant elle, et posa les mains à plat sur ses genoux, et sentit sous ses paumes le tissu rêche du siège et l'air conditionné qui sentait le plastique chaud, et quelque part derrière elle, un enfant pleurait par intermittence pendant que sa mère chuchotait des mots qui ne le calmaient pas. Clara regarda ses mains. Elle portait encore son alliance, et elle ne se souvenait plus depuis quand elle avait cessé de la retirer le soir. Les larmes vinrent sans prévenir, sans sanglots et sans tremblement, juste un débordement silencieux qu'elle ne put pas retenir, et qu'elle ne chercha plus à retenir quand elle comprit que c'était inutile. Elle baissa la tête. L'homme assis à sa gauche posa son livre et ne dit rien pendant un long moment, et elle sentait son regard sans le voir, et elle aurait voulu disparaître dans le tissu rêche du siège, mais le siège ne l'avalait pas, et les larmes continuaient. Puis il demanda à voix basse « Pourquoi tu acceptes ça, simplement ?» comme si la question était la plus naturelle du monde, et comme s'il la considérait tout à fait capable d'y répondre. Clara releva la tête et le regarda pour la première fois. La quarantaine, les yeux calmes, aucune pitié dans le regard, juste une attention franche qui la déstabilisa davantage que n'importe quelle compassion n'aurait pu le faire. « Parce que je ne suis personne, » dit-elle. Il n'eut pas l'air surpris, et il n'eut pas l'air de chercher quoi répondre. Il se leva dans l'allée étroite et lui tendit la main et dit « Viens », un seul mot, sans explication et sans promesse. Clara regarda cette main tendue et pensa à Marc à l'avant de l'avion, à Léa installée côté fenêtre avec son champagne, à 11 ans de petits silences avalés un par un, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Et elle prit la main et se leva, et ils remontèrent la cabine ensemble sous les regards discrets des passagers et sous les lumières tamisées du plafond, et quand ils arrivèrent à hauteur de la classe affaires, Marc les vit. Il se leva d'un mouvement brusque qui renversa son verre, et le champagne se répandit sur la tablette et sur la manche de Léa, et il ouvrit la bouche, mais l'hôtesse fut plus rapide, se glissant entre eux avec un sourire professionnel et une voix douce qui n'admettait aucune discussion, et Marc resta là, debout, la manche de Léa trempée, le visage défait. Clara ne se retourna pas. L'hôtel était petit et propre et sans prétention, 3 étoiles dans un quartier calme de Manhattan que Clara n'aurait jamais choisi seule, parce qu'elle n'avait pas l'habitude de choisir seule. Raphaël avait payé la chambre sans en faire une affaire, avec la même simplicité qu'il avait tendu la main dans l'allée de l'avion, et elle avait accepté parce qu'elle n'avait pas la force de refuser, et parce que quelque chose dans sa façon de faire rendait le refus inutile. Il lui avait dit bonne nuit devant la porte, et était reparti vers sa propre chambre sans se retourner, et Clara était restée seule avec sa valise, et le silence et la ville qui bourdonnaient quelque part derrière la fenêtre fermée. Elle ne dormit pas tout de suite. Elle s'assit sur le bord du lit, les mains posées sur les genoux comme dans l'avion, et regarda le mur en face d'elle sans le voir vraiment. La moquette était beige.
Le radiateur faisait un bruit sourd et régulier. Sur la table de nuit, il y avait une Bible et un verre d'eau qu'elle n'avait pas rempli, et le chargeur de son téléphone qu'elle avait branché par réflexe sans regarder les messages. Il y en avait 4 de Marc. Elle ne les ouvrit pas. Elle fouilla dans son sac et trouva au fond, sous son passeport et une pochette de maquillage qu'elle n'ouvrait presque jamais, un carnet à couverture noire dont les premières pages étaient remplies et les suivantes vierges depuis longtemps. Elle l'ouvrit à une page blanche, prit le stylo glissé dans la spirale et resta un moment sans écrire, le stylo en l'air, comme si les mots devaient y venir d'ailleurs. Puis elle écrivit lentement, en appuyant un peu trop fort sur le papier. « Je m'appelle Clara, j'ai 39 ans, je ne sais plus ce que j'aime. » Elle regarda la phrase. Elle ne la ratura pas. Elle avait 28 ans quand elle avait rencontré Marc lors d'un vernissage dans le Marais où elle était venue accompagner une amie et où elle serait repartie au bout d'1 heure si Marc ne s'était pas planté devant elle avec 2 coupes de vin blanc et cette façon d'occuper l'espace qui l'avait déstabilisée et séduite en même temps. Il était brillant, et il le savait, et il parlait des autres avec une lucidité qui ressemblait à de l'intelligence, mais qui était surtout de la froideur, et Clara, à 28 ans, ne voyait pas encore la différence. Elle avait trouvé ça fascinant. Elle avait rappelé quand il avait appelé. 6 mois plus tard, elle quittait son appartement du 11e pour s'installer chez lui à Neuilly, et 1 an après, elle abandonnait ses clients en freelance parce que Marc avait obtenu une promotion qui les emmenait à Lyon, et parce qu'il avait dit que ce serait plus simple ainsi, que son travail à lui était le plus important pour le moment, que le moment de Clara viendrait ensuite. Le moment de Clara n'était jamais venu. À Lyon, elle avait trouvé quelques missions ponctuelles, des affiches pour des associations, une identité visuelle pour un restaurant qui avait fermé 6 mois après, des choses modestes qu'elle signait Madame Fontaine parce que Marc trouvait que Clara tout seul faisait amateur. Elle avait cessé de signer ses propres prénoms si progressivement qu'elle n'avait pas vu le moment exact où ça s'était produit. Il y avait eu d'autres choses que les signatures. Le premier Noël chez les parents de Marc, elle avait offert à sa mère un livre de photographie sur lequel elle avait travaillé 2 semaines pour trouver le bon, et Marc avait ri en disant que sa mère ne lisait pas ce genre de choses. Un rire léger, presque affectueux, et tout le monde avait souri et Clara avait souri aussi parce que c'était plus simple. Il y avait eu les dîners où elle se taisait pour ne pas gêner, les opinions qu'elle ravalait avant de les formuler, les projets qu'elle mentionnait une fois et n'évoquait plus quand il ne répondait pas. Et puis, il y avait eu la fausse couche, un mardi de février, seule dans la salle d'attente d'un cabinet médical parce que Marc avait une réunion qu'il ne pouvait pas annuler et que Clara avait dit que ça irait, que ce n'était pas grave, qu'elle gérerait. Elle avait géré. Elle n'en avait presque plus parlé après, pas parce qu'elle l'avait oublié, mais parce que le silence autour de cette chose était devenu si épais qu'elle ne savait plus comment le traverser. Elle n'avait pas pleuré à l'époque. Elle pleurait maintenant, assise sur un lit d'hôtel à Manhattan, le carnet ouvert sur les genoux, sans bien savoir si c'était pour ça ou pour autre chose, ou pour tout en même temps. Vers 2 heures du matin, elle se leva, alla jusqu'à la fenêtre et regarda la rue en bas. Un taxi passa. Un homme promenait un chien en tirant sur la laisse. Une femme sortit d'un immeuble en face avec un sac poubelle qu'elle déposa sur le trottoir, puis rentra sans regarder autour d'elle. La ville continuait, indifférente et vivante, et Clara posa le front contre la vitre froide et resta ainsi un moment, les yeux ouverts sur tout ce mouvement qui n'avait rien à voir avec elle. Elle retourna au lit. Elle rouvrit le carnet et en dessous de la première phrase, elle en écrivit une deuxième, plus petite, presque hésitante. « Je veux savoir ce que ça fait de choisir quelque chose. » Elle ferma le carnet. Elle éteignit la lumière. Dehors, le taxi avait disparu, et le chien et la femme et la rue étaient presque vides, et Clara, pour la première fois depuis très longtemps, s'endormit sans attendre que Marc rentre. Il frappa à la porte à 9 heures du matin, avec 2 cafés dans un support en carton, et dit qu'il connaissait un endroit à Brooklyn qui valait le déplacement, et que si elle n'avait pas de plan, ce serait dommage de passer la journée enfermée. Clara ouvrit la porte en pyjama avec les cheveux encore défaits du sommeil, et il n'eut pas l'air de remarquer ou fit très bien semblant, et elle dit « Donne-moi 10 minutes », et il dit « Pas de problème », et s'appuya contre le mur du couloir avec son café, et attendit sans sortir son téléphone de sa poche. Elle prit 15 minutes. Quand elle rouvrit la porte, il lui tendit le 2e café, et dit simplement « Bon ». Ils prirent le métro. Raphaël connaissait la ligne par cœur, et s'engagea dans la bonne direction sans hésiter,
et Clara le suivit, et ils restèrent debout dans la rame agrippés au bar, pendant que le métro tressautait, et il lui expliqua qu'il venait à New York 3 ou 4 fois par an pour le travail, et que chaque fois il choisissait un quartier différent à explorer, parce que c'était la seule façon de continuer à aimer une ville qui autrement l'épuisait. Clara demanda ce qu'il faisait, et il dit architecte, des projets de réhabilitation surtout. Et elle dit qu'elle avait travaillé dans le design graphique pendant des années, et il dit travailler au passé, et elle dit oui au passé, et aucun des deux n'ajouta rien pendant un moment, et le métro continua de tressauter. « Tu habites où » demanda-t-il. « Paris, le 17e. »« C'est calme, le 17e. »« Oui, » dit Clara, « c'est calme. » Il y avait quelque chose dans cet échange qui n'appelait pas davantage, et Raphaël n'insista pas, et Clara lui en fut reconnaissante sans le dire. L'endroit qu'il connaissait était un petit café dans une rue bordée d'arbres, où les tables débordaient sur le trottoir, et où les serveurs se déplaçaient lentement comme si le temps fonctionnait différemment. Ils s'installèrent dehors et commandèrent, et Raphaël posa les coudes sur la table et regarda la rue, et Clara fit de même. Et pendant quelques minutes, ils ne dirent rien, et ce silence n'avait rien d'inconfortable, ce qui la surprit, parce qu'elle avait désappris depuis longtemps à se taire sans se justifier. Ce fut lui qui parla en premier. « Tu rentres quand à Paris ?»« Je ne sais pas encore, » dit-elle. « Toi ?»« Après-demain. J'ai une réunion jeudi matin que je ne peux pas déplacer. »« Et ta fille ?» Il tourna la tête vers elle, l'air légèrement surpris qu'elle s'en souvienne. « Elle est chez sa mère jusqu'à vendredi. Je l'appelle ce soir. » Il marqua une pause. « Elle s'appelle Sophia. Elle a 12 ans et elle dessine tout le temps, n'importe où, sur n'importe quoi. L'autre jour, je l'ai trouvée en train de dessiner sur les marges de son manuel de mathématiques, et je n'ai pas pu lui dire grand-chose parce que moi, à son âge, je faisais pareil. » Clara sourit malgré elle. « Et ton ex-femme » dit-elle. « Vous vous entendez bien ?» Raphaël prit le temps de répondre. « On s'entend. Ce n'est pas toujours facile, mais on s'entend. Elle dit que j'ai le don de disparaître quand j'ai trop de travail, et elle n'a pas tort. C'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment réglé. Tu veux dire que tu ne réponds plus ? Je veux dire que j'existe moins, dit-il simplement. Le téléphone, les messages, les projets des autres, tout ça devient du bruit, et je coupe le bruit. Ce n'est pas une qualité. Clara le regarda. Il ne cherchait pas à minimiser ni à se défendre, et cette façon d'avouer quelque chose de laid sans en faire un drame la déconcerta davantage que n'importe quelle démonstration de charme n'aurait pu le faire. « Au moins tu le sais, » dit-elle. « Le savoir n'arrange pas grand-chose si on ne change pas, » dit-il. « Mais oui, je le sais. » Ils commandèrent autre chose, des viennoiseries que Raphaël mangea trop vite en s'en excusant à moitié, et la conversation dériva vers l'architecture, vers Paris, vers un projet qu'il avait en cours dans une ville du Sud, dont il parla avec une précision et un enthousiasme tranquille qui donnaient envie d'écouter. Clara parla de ses anciens clients, timidement d'abord puis avec plus d'aisance, et quand elle décrivit une affiche qu'elle avait créée des années auparavant pour un festival de musique de chambre, il lui demanda de la décrire en détail et l'écouta sans l'interrompre et dit à la fin « C'était bien ça »,« Non », et elle dit « Oui, c'était bien », et s'arrêta une seconde parce qu'elle n'avait pas dit ça depuis longtemps. Ce fut en milieu d'après-midi, alors qu'il marchait le long d'une rue commerçante, et que Raphaël racontait avec un calme parfait comment un client lui avait demandé de démolir un mur porteur parce qu'il trouvait qu'il gênait la vue, que Clara rit. Un rire vrai, brusque, involontaire, qui lui échappa avant qu'elle ait pu le retenir. Elle s'arrêta presque net, comme si le son l'avait surprise elle-même, et il la regarda et dit « Continue. C'est bien ça. » Et elle rit encore un peu, moins fort, en regardant ailleurs. Ils rentrèrent vers l'hôtel en fin d'après-midi, et devant l'entrée, Raphaël dit qu'il appelait Sophia à 19h, et qu'après, si elle voulait, il pouvait aller manger quelque chose dans le quartier. Rien de compliqué. Clara dit oui, et monta dans sa chambre et s'assit sur le bord du lit, et resta un moment sans rien faire, les mains posées sur les genoux, le visage encore légèrement chaud de ce rire qui était venu de nulle part, et qui avait eu l'air, pendant quelques secondes, de lui appartenir. Il était dans le salon quand elle ouvrit la porte, assis dans le fauteuil près de la fenêtre avec un verre de vin rouge à la main et l'air de quelqu'un qui attendait depuis un moment, mais qui avait décidé de ne pas le montrer. Il leva les yeux vers elle et dit « Bonsoir Clara », avec cette voix égale qu'il avait toujours eue pour les situations qu'il voulait contrôler, et Clara posa sa valise près de l'entrée et dit « Bonsoir » sans s'approcher.
Tu aurais pu répondre à mes messages, dit-il. J'avais besoin de temps. Du temps. Il répéta le mot comme s'il en évaluait le poids. Tu disparais 3 jours à New York sans donner de nouvelles, et tu me parles de temps. Tu m'as dit de rester en économique devant une cabine pleine de gens, dit Clara. Je crois que j'avais le droit de prendre un peu de temps. Mark posa son verre sur la table basse avec un soin excessif, qui signifiait qu'il choisissait ses gestes, et dit que ce n'était pas ce qu'elle croyait, que Léa était là pour le travail, qu'il y avait des documents à signer pendant le vol, et qu'il avait besoin de quelqu'un d'efficace à côté de lui, et pas de quelqu'un qui allait passer 11 heures à regarder par le hublot en faisant la tête. Clara le regarda. Elle ne dit rien pendant un moment, et ce silence l'agaça visiblement davantage que n'importe quelle réponse. « Alors c'était pour le travail ?» dit-elle enfin. « Oui. Et la chambre d'hôtel ?» Le silence cette fois fut pour lui. Il se leva, les mains dans les poches, et traversa le salon vers la fenêtre et dit qu'elle dramatisait, qu'elle avait toujours eu cette tendance à transformer les choses en catastrophes, que c'était épuisant à la longue, vraiment épuisant, et que si elle voulait qu'ils aient une conversation adulte, elle devait arrêter de se comporter comme si le monde entier lui devait quelque chose. Clara sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, mais elle resta debout près de l'entrée et dit « Est-ce que tu es avec elle ?»« Je t'ai dit que c'était pour le travail. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Mark se retourna, et pour la première fois de la soirée, il la regarda vraiment, et quelque chose dans son regard changea. Une fissure minuscule sous le vernis du contrôle, et il dit avec une voix qui montait légèrement. « Tu veux qu'on parle de New York ? On va parler de New York. Tu t'en vas 3 jours avec un inconnu que tu as ramassé dans un avion, tu ne réponds à aucun de mes appels. Tu reviens ici comme si c'était normal et c'est moi qui dois me justifier ? Tu m'as humilié devant une cabine pleine de passagers. Je t'ai dit la vérité. » Sa voix était plus haute maintenant, les mains sorties des poches. « Tu ne sais pas te tenir dans ces environnements-là, Clara. C'est un fait. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Et si tu étais capable d'entendre la vérité sans te victimiser à la première occasion, peut-être qu'on pourrait avoir une vraie conversation, mais apparemment c'est trop te demander. »« La vérité ?» dit Clara. « Oui, la vérité. La vérité, c'est que tu as une liaison avec ta secrétaire et que tu m'as mise en économique pour passer 11 heures avec elle sans que ça te gêne. » Mark ouvrit la bouche et la referma, et pendant 2 secondes, il n'y eut plus aucun son dans l'appartement, puis il dit « Tu es ridicule. » Et sa voix avait perdu son égalité, et Clara le vit et continua. « Est-ce que tu m'as aimé, Mark ? Pas au début. Ces dernières années. Est-ce que tu m'as aimé ? Ne fais pas ça. C'est une question simple. » « J'ai dit, ne fais pas ça !» Et sa voix claqua cette fois. Pleine et dure, il fit un pas vers elle et dit « Tu crois que c'est facile de vivre avec quelqu'un qui s'efface, qui disparaît, qui n'a pas d'opinion, qui attend qu'on lui dise quoi faire ? Tu crois que c'est stimulant ? Tu crois que ça donne envie de rentrer le soir ?» Clara ne recula pas. « Tu m'as appris à m'effacer, » dit-elle. « Et maintenant tu me reproches d'avoir bien appris. » Mark s'arrêta. La phrase resta dans l'air entre eux comme quelque chose de physique, et il n'eut rien à répondre, et ils le savaient tous les deux, et ce silence-là était différent de tous les autres silences de la soirée, parce que celui-ci lui appartenait à elle. Il se rassit dans le fauteuil. Il reprit son verre. Il dit à voix basse, sans la regarder, « Je crois qu'on est allés trop loin tous les deux pour que ça change quoi que ce soit. »« Oui, » dit Clara. « C'est exactement ce que je pense. » Elle prit sa valise et alla dans la chambre d'amis et ferma la porte sans la claquer parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle s'assit sur le lit dans le noir et resta immobile un long moment et n'ouvrit pas son carnet et n'appela personne et ne pleura pas. Elle regarda simplement le rai de lumière sous la porte et écouta Mark dans le salon, le bruit de son verre posé sur la table, ses pas vers la cuisine, le robinet ouvert puis fermé, et enfin le silence. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle l'entendait, sans avoir peur de ce silence. Le cabinet de l'avocat était au 3e étage d'un immeuble haussmannien dans le 14e. Une salle d'attente avec des chaises en cuir beige et des magazines que personne ne lisait, et une secrétaire qui parlait à voix basse au téléphone sans lever les yeux quand Clara entra. Elle attendit 20 minutes, les mains croisées sur les genoux, en regardant par la fenêtre les pigeons sur le rebord d'en face. Quand l'avocat l'appela, elle se leva, entra dans son bureau, s'assit et dit « Je veux divorcer » avec une voix plus ferme qu'elle ne l'avait prévu, et il sortit un bloc-notes et dit « Très bien, commençons par le début. »
Elle ressortit 1 heure plus tard, avec une liste de documents à rassembler, et l'impression étrange d'avoir franchi quelque chose d'irréversible. Pas avec fracas, mais avec le bruit sourd et définitif d'une porte qui se ferme dans une pièce vide. Elle appela sa sœur ce soir-là. Isabelle décrocha à la 2e sonnerie et dit Clara, et dans ce seul mot, il y avait 3 ans d'absence et aucun reproche, et Clara dut s'asseoir sur le bord du lit pour ne pas avoir les jambes qui flanchent. Elle dit « Je suis désolée pour tout ce temps » et Isabelle dit « Arrête, dis-moi comment tu vas » et Clara dit « Je divorce ». Et il y eut un silence, et puis Isabelle dit « Je prends le train demain matin » et Clara dit « Non, c'est inutile » et Isabelle dit « Je n'ai pas demandé ton avis » et raccrocha pour aller chercher ses billets. Isabelle arriva le lendemain avec une valise trop grande pour 2 jours et une bouteille de vin qu'elle posa sur la table de la cuisine sans demander où étaient les verres. Clara en trouva 2 dépareillés, les rinça et les posa sur la table, et elles s'assirent l'une en face de l'autre comme quand elles étaient bonnes et petites. Isabelle versa le vin et dit « Alors ?»« Alors ?» dit Clara. « Tu veux commencer par quoi ?»« Je ne sais pas par où commencer. Par le début ou par la fin. Peu importe, je suis là jusqu'à dimanche soir. » Clara fit tourner son verre entre ses mains et parla. Elle parla du voyage à New York, de la phrase dans la file d'embarquement, du siège du milieu, des larmes qu'elle n'avait pas pu retenir, de Raphaël et de sa main tendue. Elle parla de choses plus anciennes aussi, les dîners où elle se taisait, les projets abandonnés, le moment où elle avait cessé de signer de son prénom. Et puis elle parla de la fausse couche, un mardi de février, seule dans une salle d'attente, et sa voix ne trembla pas, mais elle dut s'arrêter une seconde et regarder le mur avant de continuer. Isabelle écouta sans bouger. Quand Clara s'arrêta pour de bon, le silence dura assez longtemps pour avoir du poids. « Pourquoi tu ne m'as pas appelé à l'époque ?» dit Isabelle. « Le mardi de février. Marc disait que tu dramatisais tout. Et tu le croyais. J'avais appris à le croire. » Isabelle posa son verre et dit « Tu sais ce qui m'a fait le plus mal ces 3 ans, pas les Noëls annulés, c'est que quand on se parlait, tu avais toujours l'air d'être ailleurs, comme si une partie de toi surveillait quelque chose que je ne voyais pas. » « Je surveillais ce que je disais, » dit Clara. « Je sais, je l'ai compris trop tard. » Elles restèrent silencieuses, et dehors une voiture passa, et quand le bruit s'éloigna, il ne resta plus que le radiateur qui cognait doucement dans le couloir. « Il est comment ?» dit Isabelle, cet homme dans l'avion. « Je ne sais pas encore. Mais tu penses à lui ?»« Parfois. »« C'est bien, parfois, » dit Isabelle. « C'est un début. » Elles parlèrent encore longtemps après, de choses moins lourdes, de leur mère, d'un film qu'Isabelle avait vu 2 fois parce qu'elle avait pleuré la première et voulu vérifier si ça arrivait encore la 2e. Ça arrivait encore. Elles rirent de ça, un peu, juste assez. L'appartement qu'elle avait trouvé était petit et donnait sur une cour intérieure calme dans le 11e, 2 pièces avec des fenêtres hautes et un parquet qui craquait près de la porte. Elle emménagea un samedi avec 2 valises et 3 cartons que le taxi refusa d'aider à monter. Elle monta seule, 3 voyages dans l'escalier étroit, et quand elle posa le dernier carton dans le salon vide, elle resta debout au milieu de la pièce et regarda autour d'elle, les murs blancs, le parquet clair, le soleil d'octobre pâle qui entrait par les fenêtres, et pensa que c'était à elle, et que personne ne lui avait demandé son avis sur la couleur des murs, et que personne ne le ferait, et que c'était exactement ça. La mission de graphisme vint par Sophie, une ancienne collègue qui cherchait quelqu'un pour refaire l'identité visuelle d'une petite agence culturelle. Clara dit oui avant même d'avoir entendu le budget et travailla 3 semaines sur le projet dans le salon presque vide, son ordinateur posé sur une table pliante. Le jour où le virement arriva, elle était assise par terre contre le mur, le dos au radiateur qui cognait doucement, le téléphone à la main. Elle vit le montant et la mention honoraire Clara Delorme en référence et resta comme ça sans bouger pendant peut-être 10 minutes. Elle n'appela personne. Elle ne sourit pas tout de suite. Elle laissa le silence de l'appartement exister autour d'elle, jusqu'à ce qu'il devienne quelque chose qui ressemblait à de la paix. Raphaël envoya un message ce soir-là, une photo d'une façade en pierre sans légende. Elle répondit avec un point d'interrogation. Il répondit « Bordeaux, chantier en cours ». Elle répondit « C'est beau ». Il répondit « Tu vas bien ». Elle tapa « Oui, mieux » et envoya, avant de réfléchir. Il ne répondit pas pendant 2 jours.
Clara rangea son téléphone et retourna à son ordinateur et ouvrit un nouveau fichier et commença à travailler sur quelque chose qui n'était pas une commande, juste une idée qu'elle avait depuis longtemps et qu'elle n'avait jamais eu l'espace de commencer. Dehors, la cour était silencieuse. Le radiateur cognait. Le parquet craquait près de la porte. Clara travaillait, et la pièce autour d'elle peu à peu commençait à avoir l'air habitée. Raphaël l'avait prévenue par message 3 jours avant. « Je suis à Paris la semaine prochaine, chantier dans le 13e. Si tu veux, on peut se voir. » Pas de point d'interrogation, pas d'insistance, juste la proposition posée là comme quelque chose qu'elle pouvait prendre ou laisser. Clara avait regardé le message un long moment avant de répondre « Oui, dis-moi quand ». Ils se retrouvèrent un mardi soir dans un bistrot du 11e que Clara connaissait. Petites tables en bois, lumière jaune, le genre d'endroit où personne ne venait pour être vu. Raphaël arriva avec 5 minutes de retard, le manteau encore humide de la pluie fine qui tombait depuis l'après-midi, et dit désolé en s'asseyant, et elle dit c'est rien, et il dit non vraiment, je déteste être en retard, et elle vit que c'était vrai et que ça l'agaçait contre lui-même, et elle trouva ça étrangement rassurant. Ils commandèrent. Il parla du chantier dans le 13e, un immeuble des années 30 dont il fallait conserver la façade en rénovant entièrement l'intérieur. Un exercice d'équilibre permanent entre ce qu'on garde et ce qu'on transforme. Clara l'écouta et dit que ça lui semblait être une bonne définition de beaucoup de choses, et il dit oui, c'est ce que je me dis aussi parfois. « Tu as avancé sur ton projet personnel ?» demanda-t-il. « Un peu. Je ne sais pas encore ce que c'est vraiment. » C'est souvent comme ça au début. Toi, quand tu commences quelque chose, tu sais où tu vas ? Jamais, dit-il. J'ai une direction, pas une destination. Clara but une gorgée de vin et regarda la table un moment et dit « Raphaël, pourquoi tu n'as pas répondu pendant 2 jours la semaine dernière ?» Il ne fit pas semblant de ne pas comprendre de quoi elle parlait. « J'avais un problème sur le chantier de Bordeaux et j'ai coupé, » dit-il. « Je sais que c'est un défaut. Je te l'avais dit à New York. Tu me l'avais dit, oui. Et ça te pose un problème. » Clara le regarda. « Ça me pose la question de savoir si c'est quelque chose que tu veux changer ou quelque chose que tu assumes. » Il y eut un silence, et Raphaël posa son verre et dit « Je veux le changer. » « Je ne sais pas si j'y arrive, ce n'est pas la même chose. »« Non, » dit Clara. « Ce n'est pas la même chose. » Ils mangèrent, et la conversation dériva ailleurs, vers Sophia qui avait eu une mauvaise note en français et qui avait appelé son père furieuse contre la prof, et Raphaël avait dû lui expliquer que la prof n'avait peut-être pas complètement tort, ce qui n'avait pas arrangé les choses. Clara rit et il dit « Tu ris, mais c'était un moment difficile » et elle dit « Je sais, c'est pour ça que je ris ». Et il sourit, et pendant quelques secondes, le bistrot et la pluie dehors et les autres tables existèrent à peine. Puis il dit « Tu vas bien, toi, vraiment. »« Mieux, dit-elle. Ce n'est pas pareil. »« Non, c'est mieux que bien, parfois. » Clara hésita. Elle fit tourner son verre entre ses mains, ce geste qu'elle avait quand elle cherchait comment dire quelque chose, et dit « Il y a une chose que je ne t'ai pas dite à New York, une chose ancienne. » Elle marqua une pause. « J'ai perdu un enfant il y a 4 ans, une fausse couche au 2e mois. » Marc avait une réunion ce jour-là. Raphaël ne dit rien tout de suite. Il ne chercha pas à remplir le silence, et ne prit pas l'expression de quelqu'un qui cherche les bons mots, et Clara lui en fut reconnaissante d'une façon qu'elle n'aurait pas su expliquer. « Tu étais seule, » dit-il enfin. « Oui. »« Et après ?»« Après, j'ai géré, » dit Clara. « C'est ce que je faisais. Je gérais. » « Tu en as parlé à quelqu'un ? » ?»« À toi, ce soir. » Raphaël la regarda et dit simplement « Merci de me dire ça », et elle hocha la tête et but une gorgée de vin et regarda ailleurs un moment, et quand elle revint vers lui, il n'avait pas détourné les yeux. Ils restèrent encore un moment après le dîner, un café qu'ils burent lentement, et dehors la pluie avait cessé et les pavés brillaient sous les réverbères. En sortant, ils marchèrent un peu sans direction précise, et à un moment Raphaël dit « Je suis attiré par toi. Je préfère que tu le saches. » Clara continua de marcher quelques pas avant de répondre. « Je ne sais pas encore très bien qui je suis en ce moment, » dit-elle. « Je suis en train de le retrouver. Je ne peux pas t'offrir quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait là. »« Je ne te demande pas d'être complète, » dit-il. « Je sais. C'est justement ce qui me complique les choses. » Ils s'arrêtèrent au coin d'une rue, et il appela un taxi et attendit avec elle sans chercher à remplir le silence,
Et quand la voiture arriva, il dit « Bonne nuit, Clara », et elle dit « Bonne nuit », et monta sans se retourner, et le taxi démarra, et elle regarda par la vitre les rues défiler sous la pluie séchée, et pensa à la façon dont il avait dit merci de me dire ça, juste ça, sans en faire davantage. Et elle ne sut pas quoi faire de cette pensée, alors elle la laissa là, quelque part entre le bistrot et chez elle, et regarda la ville jusqu'à ce que le taxi s'arrête devant son immeuble. Le parquet craqua près de la porte. Elle alluma la lumière du salon. Sur le bord de la fenêtre, il y avait une petite plante qu'elle avait achetée la semaine du virement, la première chose qu'elle avait mise dans l'appartement. Elle était encore vivante. Marc appela un jeudi matin, numéro que Clara reconnut sans l'avoir effacé, parce qu'effacer aurait été un geste, et elle n'avait pas voulu faire ce geste-là. Elle regarda le téléphone sonner 3 fois, avant de décrocher et dit « Allô » avec une voix neutre, et Marc dit « Clara, c'est Marc ». Et elle dit « Je sais », et attendit. Marc dit qu'il avait besoin de lui parler. Pas pour les papiers du divorce, l'avocat s'en occupait, mais pour autre chose, quelque chose qu'il n'arrivait pas à mettre dans un mail. Il dit « Est-ce que tu accepterais de me voir ? Juste un café, un endroit neutre comme tu veux ?» Sa voix était différente de d'habitude, moins égale, moins contrôlée, avec quelque chose dedans qui ressemblait à de l'effort. Clara dit qu'elle réfléchirait et raccrocha et resta debout dans son salon avec le téléphone à la main et la plante sur le bord de la fenêtre et le parquet silencieux sous ses pieds, et pensa que la version d'elle-même d'1 an auparavant aurait rappelé dans l'heure. Elle attendit 2 jours. Le café qu'elle choisit était dans le 10e, une grande salle lumineuse avec beaucoup de bruit ambiant et des tables suffisamment espacées. Un endroit où une conversation difficile pouvait exister sans peser sur les voisins. Clara arriva la première, commanda un allongé et s'installa face à la porte, et quand Marc entra, elle le vit avant qu'il la voie et prit le temps de l'observer une seconde. Marc avait maigri légèrement. Il portait un manteau qu'elle ne connaissait pas, plus simple que ce qu'il mettait d'habitude, et il la chercha des yeux dans la salle avec une façon de faire qui n'avait rien de son assurance habituelle. Quand il la trouva, il traversa la salle et dit bonjour, Clara, et elle dit bonjour, et Marc s'assit et commanda un café sans regarder la carte, et pendant un moment aucun des deux ne parla. « Tu vas bien » dit Marc enfin. « Oui » dit Clara. « Toi » ? « Non » dit Marc. « Pas vraiment. » Clara ne dit rien. Elle but une gorgée de café et attendit. Marc posa les mains à plat sur la table et dit qu'il avait réfléchi depuis des mois, qu'il avait compris des choses qu'il aurait dû comprendre avant, que ce qui s'était passé dans l'avion était inexcusable, et qu'il le savait et qu'il ne cherchait pas à l'excuser. Il dit que Léa et lui c'était fini, que ça n'avait jamais été ce qu'elle croyait, et Clara leva les yeux vers lui, et Marc dit « Si, c'était ce que tu croyais. Je ne vais pas te mentir là-dessus. » C'était inattendu, et Clara le laissa continuer. Marc dit qu'il avait passé 11 ans à construire quelque chose sans jamais vérifier si l'autre personne avait envie de construire la même chose, qu'il avait pris les silences de Clara pour de l'accord et sa patience pour de la solidité et qu'il s'était trompé sur les deux. Il dit « Je crois que je ne t'ai pas aimé comme tu méritais d'être aimé, et je crois que je le savais et que je n'ai rien fait. » Clara posa sa tasse. Elle regarda Marc, les mains à plat sur la table, le manteau simple, la fatigue autour des yeux, et reconnut quelque chose qu'elle n'avait pas vu souvent chez lui. Pas de la culpabilité, quelque chose de plus nu que ça. Clara aurait voulu ne pas le reconnaître, parce que c'était plus simple ainsi, mais elle le reconnut quand même. « Pourquoi tu me dis ça aujourd'hui » dit Clara. « Parce que je veux qu'on réessaie » dit Marc. Le bruit du café continua autour d'eux, les voix des autres tables, le bruit des tasses, quelqu'un qui riait fort près de la fenêtre. Clara ne répondit pas tout de suite. Elle regarda ses mains et pensa à l'appartement du 11e, au parquet qui craquait, à la plante sur le bord de la fenêtre, au virement avec son nom dessus, à Raphaël qui avait dit « Je ne te demande pas d'être complète. »« Tu m'as dit que je ne savais pas me tenir, » dit Clara enfin, devant une cabine pleine de gens. « Tu l'as dit avec la voix que tu utilises pour dire des évidences. »« Je sais, » dit Marc. « J'ai décidé de te croire, » dit Clara. « Et depuis, je travaille à prouver que tu avais tort. » Marc la regarda en silence. « Ça ne laisse pas de place pour moi, » dit-il. « Non, » dit Clara, « c'est exactement ça. » Clara n'avait pas élevé la voix.
Elle n'avait pas eu besoin de le faire, et c'était peut-être ce qui fit le plus d'effet à Marc, parce qu'il se tut complètement, et baissa les yeux vers ses mains à plat sur la table, et resta comme ça un moment, immobile, pendant que le café continuait à bruire autour d'eux. Clara finit son allongée. Elle prit son manteau sur le dossier de la chaise, se leva, sortit son portefeuille et posa quelques pièces sur la table pour sa consommation et dit « Je te souhaite de trouver ce que tu cherches, Marc. Vraiment. » Marc leva les yeux. Il allait dire quelque chose, mais Clara avait déjà repris son sac et traversé la salle, et elle poussa la porte du café et sortit dans le froid de la rue et marcha sans s'arrêter pendant plusieurs minutes, les mains dans les poches, le visage dans l'air froid, et ne se retourna pas. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du triomphe non plus. C'était quelque chose de plus calme et de plus durable que la sensation précise de savoir exactement où elle en était et de n'avoir aucun doute sur ce qu'elle venait de faire. Clara appela Isabelle en marchant. Isabelle décrocha à la deuxième sonnerie. Clara dit « Je viens de voir Marc ». Et Isabelle dit « Et alors ?» Et Clara dit « Et rien. Je rentre chez moi ». Et Isabelle dit « Bien ». Et Clara dit « Oui ». Voce 10. Face au cap 8 con 400 caractéris. Clara appelle à Raphaël un dimanche matin, tôt, avant que la ville soit tout à fait réveillée. Elle était debout depuis 1 heure, assise à sa table de travail avec un café qu'elle n'avait pas encore bu, et elle regarda le téléphone un moment, puis elle appela sans se donner le temps de réfléchir davantage, parce qu'elle savait que si elle réfléchissait davantage, elle ne le ferait pas. Raphaël décrocha à la 3e sonnerie avec une voix légèrement endormie et dit « Clara » et elle dit « Je sais qui je suis maintenant. Pas entièrement, mais assez. » Il y eut un silence et Raphaël dit « Je suis content que tu me le dises. » Et Clara dit « Je voulais que tu le saches. » Et il dit oui et elle dit oui, et il y eut encore un silence, mais celui-là n'avait rien d'inconfortable. « Tu es libre le week-end prochain ?» dit Raphaël. « Oui, » dit Clara. « Je connais un hôtel à Lyon. Pas grand-chose, mais bien placé. On pourrait se retrouver là-bas, à mi-chemin. » Clara regarda par la fenêtre la cour intérieure encore dans l'ombre du matin et dit « D'accord, envoie-moi les détails. » Et Raphaël dit « Je t'envoie ça dans la journée. » Et ils raccrochèrent. Et Clara resta assise avec son café froid entre les mains et la plante sur le bord de la fenêtre, et quelque chose dans la poitrine qui n'était pas de l'anxiété, mais qui lui ressemblait suffisamment pour qu'elle le remarque. Lyon était gris et doux ce vendredi soir, quand Clara descendit du train avec un sac de voyage léger et trouva Raphaël sur le quai, les mains dans les poches, qui la cherchait des yeux parmi les voyageurs. Quand il la vit, il ne fit pas de grands gestes, il dit juste « Te voilà » et elle dit « Me voilà ». Et ils marchèrent vers la sortie côte à côte, et la ville les accueillit sans cérémonie. L'hôtel était petit et propre dans le vieux Lyon, façade en pierre ocre, une réception tenue par un homme d'âge mûr qui leur donna leurs clés sans lever les yeux de son registre. 2 chambres. Clara avait vérifié 2 fois la réservation avant de partir, et Raphaël n'avait rien dit là-dessus, et elle lui en était reconnaissante. Ils posèrent leurs affaires et ressortirent dîner dans un bouchon à 10 minutes à pied, une salle basse de plafond avec des nappes à carreaux rouges et blancs, et une ardoise écrite à la main. Raphaël commanda une bouteille de Côte-du-Rhône, sans demander si elle voulait du vin parce qu'il savait qu'elle en voulait, et Clara trouva ce détail ridicule et réconfortant à la fois. Ils parlèrent longtemps. Du chantier de Lyon que Raphaël avait visité dans la journée, un immeuble du 19e siècle dont les propriétaires voulaient conserver les boiseries d'origine, et il dit que c'était la partie du travail qu'il aimait le plus, décider ce qui méritait d'être gardé. Clara dit qu'elle comprenait ça. Comprenait. Elle parla de son projet personnel qui avait pris une direction qu'elle n'avait pas prévue, une série d'illustrations sur les espaces vides dans les villes, les murs sans affiches, les vitrines abandonnées, les recoins que personne ne regardait. Raphaël dit « C'est bien ça » et elle dit « Tu dis ça sans avoir vu une seule image » et il dit « Non, je dis ça parce que ça vient de quelque chose de vrai et on le sent. » « Sophia m'a demandé si tu étais mon amie, » dit Raphaël en fin de repas. « Et tu as dit quoi ?» ?»« J'ai dit que je ne savais pas encore exactement comment vous appelez l'une l'autre, mais que tu comptais. » Clara posa son verre. « Tu lui parles de moi ?»« Pas beaucoup. Mais elle est perspicace. Elle remarque que je suis moins absent. »« Moins absent comment ?»« Moins dans ma tête, » dit Raphaël. « Plus là. » Clara le regarda et ne dit rien, et Raphaël soutint son regard sans chercher à remplir le silence, et dehors, Lyon continuait sa nuit tranquille. Ils rentrèrent à l'hôtel à pied sous un ciel sans pluie, les rues du vieux Lyon désertes et dorées sous les réverbères,
les façades en pierre qui absorbaient la lumière et la rendaient autrement. Ils marchèrent lentement sans se presser, et à un moment leurs mains se frôlèrent, et aucun des deux ne s'écarta, et leurs doigts s'entrelacèrent naturellement, sans qu'on puisse dire qui avait commencé, comme si c'était simplement la suite logique de tout ce qui avait précédé. Dans le couloir de l'hôtel devant leurs deux portes, ils s'arrêtèrent, et Raphaël se tourna vers elle et dit son prénom, juste Clara. Et elle leva les yeux vers lui, et il y avait dans son regard une question qu'il ne posait pas à voix haute, parce qu'il ne voulait pas la poser à voix haute, et Clara répondit à cette question sans la voix elle aussi, et ils se retrouvèrent l'un contre l'autre dans ce couloir étroit, avec la moquette usée et la lumière trop jaune du plafonnier, et le baiser qui arriva. Ne ressembla à rien de ce qu'on imagine quand on imagine ce moment. Il fut maladroit et doux, et un peu trop long et parfaitement réel. Clara passa la nuit dans sa chambre à lui. Le lendemain matin, elle se réveilla avant Raphaël, et s'assit au bord du lit, et regarda par la fenêtre les toits de Lyon qui commençaient à prendre la lumière du jour, et pensa « C'est moi qui ai choisi ça. » Pas l'amour qui l'avait choisi, pas les circonstances, pas la solitude ou la peur ou le besoin, elle, Clara. Elle avait choisi. Elle resta un moment avec cette pensée, les pieds froids sur le parquet de la chambre d'hôtel, les toits de Lyon dehors, Raphaël qui respirait doucement derrière elle, et cette pensée n'avait rien d'extraordinaire, et c'était exactement pour ça qu'elle était si grande. 6 mois plus tard, son nom était sur la porte, pas Madame Fontaine, pas une initiale discrète dans un coin. Clara Delorme, en lettres noires sur le verre dépoli de la porte d'entrée du studio, un 2e étage dans le 11e avec 2 fenêtres qui donnaient sur les toits et un parquet différent de celui de l'appartement, plus clair, qui ne craquait pas. Elle avait choisi ce détail exprès sans tout à fait se l'avouer. Le studio était petit et entièrement à elle. Une table de travail longue le long du mur du fond, des étagères qu'elle avait montées seule un samedi matin, avec une perceuse empruntée à la voisine du dessous, des livres rangés par couleur parce que personne ne lui avait dit de les ranger autrement. Sur le bord de la fenêtre de gauche, il y avait la plante. La même, toujours vivante, un peu plus grande qu'au début, les feuilles d'un vert profond qui prenaient bien la lumière de l'après-midi. Clara travaillait avec une agence culturelle parisienne depuis 3 mois. Elle avait 2 autres clients, un cabinet d'architecture, pas celui de Raphaël, elle y avait veillé, et une maison d'édition indépendante qui lui avait commandé une série d'illustrations pour un recueil de nouvelles. Le projet personnel sur les espaces vides dans les villes avait trouvé sa forme définitive et une galerie du Marais l'avait contactée en janvier pour une exposition collective au printemps. Elle avait dit oui en raccrochant avant d'avoir le temps d'avoir peur. Raphaël était dans sa vie comme quelqu'un qui avait appris à prendre de la place sans envahir. Il venait à Paris 2 ou 3 fois par mois. Ils avaient leurs habitudes. Le bistrot du 11e, une librairie du 5e où il passait trop de temps le samedi, le marché du dimanche matin quand il restait jusqu'au lundi. Parfois il disparaissait 2 jours, et Clara lui envoyait un message. « Tu es vivant. » Et il répondait toujours. Pas toujours vite, mais toujours. C'était imparfait, et c'était réel, et elle avait appris que ces 2 choses n'étaient pas contradictoires. Sophia était venue à Paris un week-end avec son père et avait passé 1 heure dans le studio à regarder les illustrations épinglées au mur avec une attention sérieuse qui n'appartenait qu'aux enfants et aux gens qui regardent vraiment. Elle avait dit à Raphaël sur le chemin du retour « Elle travaille bien, ton amie ». Et Raphaël avait rapporté la phrase à Clara le soir même, et Clara avait gardé cette phrase quelque part sans en faire trop de choses, juste la garder. Quelques semaines plus tard, Sophia lui avait envoyé par l'intermédiaire de son père une feuille pliée en 4 sur laquelle elle avait dessiné un portrait de Clara, assise à une table de travail, vue de dos, les fenêtres devant elle, la lumière qui entrait. En bas à droite, elle avait écrit en lettres appliquées « Mon père rit plus souvent ». Clara avait déplié et replié cette feuille plusieurs fois avant de la glisser dans son portefeuille, à côté d'une vieille photo qu'elle n'avait jamais eu le courage de jeter, et qu'elle n'avait plus besoin de jeter non plus. Un matin de mars, elle reçut un mail de la compagnie aérienne, une procédure liée à l'incident du vol Paris-New York, un formulaire administratif qu'un service quelconque avait fini par traiter après des mois. Elle lut le mail 2 fois, cliqua sur le formulaire en pièces jointes, le parcourut jusqu'à la dernière ligne où il était demandé d'indiquer le nom du passager concerné. Elle tapa « Clara », un seul mot. Elle resta une seconde à regarder le curseur clignoter après son prénom,
et n'ajouta rien parce qu'il n'y avait rien à ajouter, et envoya le formulaire et ferma l'onglet, et se leva pour aller chercher un café. Ce soir-là, elle travailla tard. La ville s'éteignit par degrés derrière les fenêtres, les toits d'abord dans la lumière orange du couchant, puis dans le bleu progressif du soir, puis dans le noir doux de la nuit parisienne, avec ses reflets et ses bruits lointains. Clara travaillait, et la lampe de bureau éclairait ses mains, et le papier devant elle et le reste de la pièce existaient dans une demi-obscurité tranquille. À un moment, elle s'arrêta et posa son crayon et regarda ce qu'elle avait dessiné. Une rue vue d'en haut, les gens minuscules en dessous, chacun allant quelque part avec la certitude silencieuse de ceux qui savent où ils vont. Elle regarda ce dessin longtemps, sans savoir exactement pourquoi il lui plaisait autant. Et puis elle comprit que ce n'était pas la rue, ni les gens, mais la lumière qu'elle avait mise dedans, cette façon qu'elle avait de tomber d'un angle précis sur les choses et de les rendre, l'espace d'un instant, exactement comme elles devaient être. Elle reprit son crayon. Sur le bord de la fenêtre, la plante était là, dans le noir, les feuilles immobiles. Clara ne la regardait pas. Mais elle était là et c'était suffisant. La lampe éclairait encore ses mains. La plante était là, sur le bord de la fenêtre, silencieuse et vivante. Certaines histoires finissent avec des réponses. Celle de Clara finit avec quelque chose de plus rare. Une femme qui n'a plus peur de la question. Nous espérons que cette histoire vous a accompagné ce soir. Si elle vous a touché, dites-le nous en commentaire. Votre avis compte énormément pour nous. Et si vous avez aimé cette écoute, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune histoire. À très bientôt.